Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes confinés en lieu sûr et surtout que vous vous portez bien. Deux choses peut-être au sujet de la façon d'enseigner ou telle que je l'envisage dans ces temps spéciaux. Euh, D'une part, l'idée d'assurer une continuité pédagogique, je vais y revenir et c'est ce que je fais avec ce cours enregistré. D'autre part, l'idée qu'il faut évidemment inventer de nouvelles formes et c'est ce que je vous ai proposé avec cette cartographie de ressources artistiques que je vous ai envoyée et que j'ai réalisée conjointement avec une collègue enseignante, Hélène Gianecchini, qui enseigne aux Beaux-Arts de Poitiers. L'idée étant de vous faire parvenir, de vous donner accès au plus de ressources possibles en art, en histoire de l'art, mais aussi en pensée critique, depuis chez vous ou depuis quel que soit l'endroit où vous soyez et ayez décidé de passer votre confinement. Donc voilà pour la forme spécifique. Et ce que je voudrais tout de même essayer de faire, c'est de poursuivre ce cours en maintenant, cette fois-ci, la structure qui était la nôtre, cette structure chronologique, et donc poursuivre, reprendre là où nous en étions. Avec donc ce cours que je vous propose d'appeler la ligne et les ombres, qui sont les deux termes que j'ai retenus pour qualifier le moment qui va nous occuper et qui est le moment néoclassique. Je ne vais pas vous faire croire que c'est mon premier essai technique pour réussir à enregistrer. Je ne vous dirai pas le nombre de minutes et plus si affinité passées sur des échecs. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Soyez indulgents, j'espère que le support vous sera utile et que ce sera la moins pire des solutions après un cours en amphithéâtre. Alors, ce moment néoclassique, mais peut-être d'abord un retour pour faire le point sur là où nous en étions. Vous vous en souvenez sûrement. On avait donc observé l'époque baroque, une époque, un art qu'on avait vu comme étant un art de la célébration, célébration religieuse, célébration monarchique, où l'art met toutes ses ressources et ses ressources mélangées. On avait vu que peinture, sculpture, architecture prennent le relais les unes des autres dans des productions où tous les médiums se retrouvent associés et mis au service de l'illusion. Il s'agit toujours de faire croire que le plafond n'est pas un plafond, que la pierre n'est plus de la pierre, etc., etc. Un art de la fluidité, de l'illusion poussée à l'extrême et aussi de l'extrême ornementation, ce qu'on voit très clairement avec cette église qu'on appelle souvent l'église Assam, puisqu'elle a été construite par les frères Assam en Allemagne donc. Et ce que cette église nous montre aussi, regardez la date, 1733-1746, on a vu que le mouvement baroque a commencé dès le début du XVIIe siècle. Or, on est là dans un XVIIIe siècle bien avancé. On voit donc deux choses. D'abord, c'est un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Je vous rappelle aussi cette expansion baroque, on avait vu qu'elle valait aussi géographiquement, c'est un mouvement qui couvre toute l'Europe et qui en plus, par le mouvement colonial et de conquête, notamment par exemple en Amérique latine, géographiquement dépasse les bornes de l'Europe. Donc c'est un mouvement qui s'étend géographiquement et aussi temporellement, un temps long, tout un siècle et même plus, et qui, dans sa dernière partie, se transforme, ou en tout cas, à mesure qu'on avance dans le siècle, devient de plus en plus sensuel, de plus en plus séducteur, de plus en plus sautillant, on pourrait presque dire, si bien qu'un terme spécifique a été créé pour qualifier cette queue de comète du baroque, qui est celui du rococo. Qu'est-ce que l'art rococo? En quelque sorte, on pourrait dire que c'est un art qui met en scène les charmes avec charme. Je vous montre ici cette peinture de Watteau qui représente des fêtes. Faites attention d'ailleurs à la gamme chromatique, voyez le goût pour les couleurs poudreuses que vous trouvez chez Watteau. Ce traitement aussi, nuageux, poudreux, froufroutant on pourrait dire, et donc cette gamme chromatique, ces matières, ces peintures aussi de format très généralement réduit, ces compositions dynamiques, ces effets d'instantané, de fêtes galantes, cet art qui veut plaire et séduire. Mais ce qu'on va observer, c'est combien, parfois,
même la séduction fatigue. Et vers 1770 à peu près, une sorte de nausée traverse l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, une lassitude et une hostilité violente à l'égard du baroque et de sa transformation rococo, à l'égard de l'excès de son luxe et de sa sensualité, de ses fantaisies, de son goût pour le charmant et le mignon. On assiste à un appel à une transformation des formes et des sujets de l'art. C'est aussi lié au contexte des Lumières qui commence dès le moment baroque, mais qui s'affirme plus encore au fur et à mesure du XVIIIe siècle, et qui est un vrai déplacement de valeur depuis la croyance vers le savoir. C'est vraiment comme une sorte de reprise ou réponse ou parallèle à ce mouvement de l'humanisme dont on avait vu qu'il avait accompagné le moment de la Renaissance. Donc c'est ce déplacement, avec cette fois-ci, ce qu'il n'y avait pas eu au moment de la Renaissance, un vrai désinvestissement de la religion. On assiste à partir de 1730 au premier véritable, notable déclin du christianisme dans les milieux lettrés européens, et ça va se marquer dans les compositions artistiques. En un sens, ça se marque déjà dans le rococo. Vous voyez ce qu'on voit, absolument pas des sujets religieux, et même la marque de cet esprit qu'on a appelé l'esprit libertin, qui a traversé le siècle et qui s'opposait justement à la domination de la religion, qui a fait partie des Lumières, avec cet aspect, pourrait-on dire, plutôt hédoniste. Quand ce qu'on va voir nous venir à partir de la moitié du XVIIIe siècle, c'est un détachement de la religion, mais pour les valeurs de raison, de savoir, de vertu civique, quelque chose qui prône une élévation morale. Et donc un appel à transformer les formes, les sujets de l'art, à recourir à une beauté simple et claire contre les complexités mignonnes du rococo, à dépeindre des sujets élevés, réinstaurer la peinture d'histoire par exemple, et non plus seulement chercher à séduire par la peinture, mais enseigner, élever le spectateur. Peut-être que dans cet appel, vous reconnaissez aussi ce qu'on avait observé lors du dernier cours où je vous avais montré combien le terme de baroque, s'il désignait une réalité historique, désignait aussi comme une polarité qu'on avait vu traverser l'histoire de l'art comme antithèse du classique. Ce qu'on voit revenir ici, avec l'appel à des sujets nobles, avec l'appel à des compositions claires, c'est le pôle classique de l'art. Ce pôle qui s'était constitué au moment de la Renaissance, qui était déjà un rappel de l'Antiquité, et qu'on voit donc revenir avec ce moment classique du XVIIIe qui prend très simplement le nom de néoclassicisme. Et ce à quoi on assiste donc, et on peut le comprendre dans cette citation de Germain Bazin, c'est une sorte de restauration par le mouvement néoclassique d'un idéal renaissant qui lui-même ressuscitait l'antique. Donc on a cette espèce de profondeur historique. Mais le mieux, pour observer ce que donne le néoclassicisme, c'est évidemment d'aller regarder une toile. Et je vous propose qu'on regarde celle-ci. Le Serment des Horaces, de David. Jacques-Louis David, un des peintres principaux de l'art néoclassique. Ce Serment des Horaces, par quelles caractéristiques est-ce qu'il diffère de ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire de la peinture rococo? À mon grand regret, il m'est impossible de vous interroger et de vous entendre me dire qu'est-ce qui dans cette composition diffère de ce qu'on a vu et viendrait donc caractériser l'art néoclassique. Donc dans ma grande solitude, je vais vous proposer quelques réponses en imaginant que ce soit les réponses que vous m'auriez données vous-même, me permettant de vous dire exactement ça, très intéressant. Donc essayons de lister rapidement et peut-être en commençant non pas par la peinture mais par son extérieur, tout simplement par sa légende. Qu'est-ce qui déjà, rien que dans la légende, diffère de ce qu'on a vu auparavant? Déjà le titre, Le Serment des Horaces, indique une peinture d'histoire. C'est un épisode de l'histoire antique de Rome où trois jeunes hommes font le serment
de sacrifier leur vie pour libérer leur patrie. Leur patrie, c'est-à-dire la République menacée par la tyrannie. Et ça aura bien sûr son importance ensuite. Autre chose, toujours indiquée par la légende, le format. C'est une peinture de 3,30 m par 4,25 m, donc sans comparaison avec les petites compositions de moins d'un mètre à chaque fois, de moins d'un mètre de côté, de l'art rococo. Ensuite, si on entre dans la peinture, peut-être que ce qui nous frappe, ce sont les lignes d'abord. La pureté et l'importance des lignes de contour, par rapport au contraire au flou qui régnait dans la composition du rococo. Ce goût pour le contour, pour la ligne de contour, est bien évidemment renforcé, accompagné par la simplicité de la composition. David choisissant une composition en frise qui permet de lire l'action, qui nous indique aussi quelque chose sur les buts du peintre. Tout dans cette peinture est fait pour faciliter la lecture de l'action. Le décor lui-même est noté sa sobriété. Hein. Aucune des complexités baroques qu'on aurait pu trouver, non, là quelque chose d'extrêmement simple, une sorte de boîte d'espace, un pavement, 3 arcs au fond, qui viennent souligner le rythme narratif, hein. Un des arcs qui correspond au registre des fils, puis du père auquel ils font leur serment et qui leur donne les armes, et enfin des femmes. Les deux premiers registres correspondant à l'espace de la bravoure, des valeurs citoyennes, du sacrifice, celui de droite étant celui des femmes déplorées, l'espace de l'émotion, on pourrait dire, avec leur voile et leur posture tombante qui viennent contraster posture tendue des hommes. Donc, on a voilà cette austérité, aussi peut-être insister sur les couleurs hein, qui viennent aider à la lecture, ces couleurs tranchées, faciles à lire, qui jouent sur des contrastes. La distinction entre peinture baroque, rococo et peinture néoclassique est extrêmement bien résumée, je trouve, dans ce paragraphe d'Hugh Honor, qui est un universitaire spécialiste de la période néoclassique et qui écrit, je le cite, ainsi, les rehaus chatoyants et le modelé impulsif et nerveux qui donne bien souvent à la peinture rocaille sa subtilité et son éclat, se trouvèrent sacrifiés au profit de contours fermes et sans équivoque, d'aplats audacieux. En composition, la vue diagonale céda la place à une vue rigoureusement frontale, les complexités sinueuses et obliques de l'espace rococo à la clarté élémentaire d'une simple boîte à perspective. Le pastel poudreux laissa la place à des couleurs franches, mais le plus souvent sombres, proches des couleurs primaires, et finalement, dans l'intérêt de la vérité et de l'honnêteté, on s'achemina carrément vers l'élimination de la couleur au profit de techniques linéaires plus rudimentaires. Il n'y a pas de tromperie visuelle possible avec un dessin autre et pur, sans ombre. Hugues Honor, je trouve, liste parfaitement les distinctions qu'on peut trouver. Si on tente de résumer, ça donnerait ça. En rose, la caractéristique du rococo, en noir et gras, les caractéristiques de l'art néoclassique. Mais la chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est sur la fin de la citation, à laquelle je n'ai pas donné de place dans cette diapositive-ci, mais que je vous propose de relire dans cette diapositive-là. Ce qui me frappe ici, et ce qui je pense doit tous nous frapper, c'est le recours à des termes comme la vérité, l'honnêteté, l'absence de tromperie possible, et donc à des termes de morale pour qualifier des usages et des choix techniques. On utilise la ligne plutôt que la couleur parce qu'il y aurait dans la ligne une honnêteté quand la couleur serait du côté de la tromperie. Ce qu'on voit aussi, c'est l'usage de ce terme de tromperie visuelle. Vous vous souvenez, une des grandes passions du baroque, ça a été l'illusion. Eh bien, cette illusion baroque, les charmes de l'illusion, les virtuosités de l'illusion, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en langage néoclassique, l'illusion, ça devient la tromperie. C'est soudain entièrement chargé de connotations totalement négatives. Et l'art devient donc une affaire de morale. Et en termes de morale, l'illusion qui guidait tout l'art baroque devient une tromperie.
Et l'art néoclassique va se charger, lui, de revenir au contraire à la vérité, à l'honnêteté, de procéder à une entreprise de moralisation des arts, tant dans leur sujet que dans leur forme. Et ce processus qu'on observe en peinture, on va l'observer tout autant dans les autres arts. Par exemple, en architecture. Souvenez-vous de l'église des frères Assam que je vous montrais au début de ce diaporama. Souvenez-vous de ces jeux sur les matériaux, de ces formes, de ces limites jamais bien définies, et comparez-les maintenant avec cette architecture de Claude Nicolas Ledoux, qui est au contraire une sorte d'architecture analytique, où des formes géométriques simples sont juxtaposées sans jamais perdre de leur netteté. Voyez aussi, par exemple, cet exemple américain, et on reviendra d'ailleurs sur l'architecture américaine, puisque les États-Unis se sont construits. La République américaine, au moment de son indépendance, s'est construite dans le vocabulaire néoclassique. Et au Nord, qui nous parlait tout à l'heure de peinture, le dit au sujet de l'architecture. En architecture, on observe un processus pareillement brutal de purification et de simplification, conduisant finalement à des résultats encore plus radicaux et abstraits. Ce qui vaut pour l'architecture, pour la peinture, vaut bien sûr également aussi pour la sculpture. Un de mes plus grands représentants, sans doute, de cet art néoclassique dans la sculpture, ça serait Canova, Antonio Canova, un sculpteur italien, dont je vous montre ici un monument funéraire. En voici un autre. Vous voyez comme on retrouve ces formes éplorées qu'on avait chez David, qui sont donc des figures de lamentation, mais songez combien elles n'ont rien à voir avec la sculpture baroque qu'on avait pu voir. Repensez à Sainte Thérèse, repensez à la représentation de la mort par le Bernin. On était au contraire dans une logique d'extase, quand là, vous avez ces figures de déploration qui restent extrêmement sobres dans leur structure. Avec Canova, ça n'est pas la progression de ce mouvement linéaire vers de plus en plus d'occupation de l'espace, mais c'est un retour à une forme de frontalité dans cette figure de Persée tenant la tête de Méduse. Bien évidemment, une des choses notables aussi pour le Bernin, c'était que contrairement à ses prédécesseurs, il choisissait de représenter non pas David vainqueur, mais David en plein combat, lancé dans l'action. Avec Canova, on revient au moment de stase, en quelque sorte, c'est-à-dire au moment d'immobilité de la victoire et de sa célébration. Alors, voici pour les caractéristiques plastiques passées en revue rapidement. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on s'intéresse un peu plus à ce qui est classique dans le néoclassicisme, c'est-à-dire comment le néoclassicisme s'est référé à ce qui précédait, à la Renaissance, mais surtout à l'Antiquité. Ce qui me semble important de comprendre, c'est combien, en réactivant l'idéal classique, le néoclassicisme ne s'est pas contenté de réactiver ce que la Renaissance avait déjà trouvé dans l'Antiquité. Le néoclassicisme a découvert un autre visage de l'Antiquité. Et il faut entendre le terme de découverte dans son sens très littéral. Tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle sont découvertes deux cités englouties par l'éruption du Vésuve, Herculanum en 1738 et Pompéi en 1748. Et dans cette découverte, on prend connaissance d'objets qui étaient jusqu'à présent ignorés dans l'imaginaire de l'Antiquité. On avait eu affaire, en très très grande majorité, aux sculptures antiques. Et ce qu'on découvre là, notamment, ce sont les peintures. Les peintures de l'Antiquité émergent. D'abord, ce qui est amusant, c'est qu'elles ont d'abord déçu. On les a trouvées mal faites. Et progressivement, leur statut a changé. Elles sont devenues, ces peintures avec leurs caractéristiques de linéarité, leurs figures toujours découpées sur ce fond rouge, leur
absence de complexité spatiale, elles sont devenues des modèles. Des modèles pour cet art simple, misant sur une pureté de la ligne à laquelle les artistes aspiraient désormais. Autre modèle, les vases, ce qu'on a appelé des vases grecs et qu'on a découvert à cette même période. Ces vases ou amphores dits à figure noire ou à figure rouge et qui, là encore, montraient des compositions parfaitement linéaires avec cet effet de frise qu'on a vu quasiment, même si réinterprété, légèrement plus complexe dans la composition de David que je vous montrais tout à l'heure. On a une pureté de la ligne, une organisation horizontale des compositions, un aplanissement des figures et toutes ces découvertes, si elles se font dans des lieux précis, elles sont pour la plupart retransmises par des ouvrages qui compilent les objets découverts et soit qui théorisent l'apport de l'antique ou ce que l'antique pourrait apporter ou devrait apporter à l'art, avec par exemple un théoricien extrêmement important qui est Johann Joachim Winckelmann et qui pose l'antique comme le modèle absolu pour les arts en écrivant par exemple, c'est une phrase parmi d'autres et je vous invite à vous renseigner sur Winckelmann qui est vraiment une figure importante de l'histoire de l'art du XVIIIe siècle et qui écrit donc pour nous la seule manière de devenir grand et si possible inimitable est d'imiter les anciens. Je vous invite à réfléchir à ce paradoxe entre devenir inimitable en imitant, qui souligne combien imiter n'est pas reproduire, imiter n'est pas une copie servile, mais imiter les anciens, c'est comme ouvrir un nouveau terrain d'invention. Et, selon Winckelmann, la seule voie possible pour devenir grand. Donc des ouvrages qui théorisent l'apport de l'Antiquité et d'autres qui tout simplement en diffusent les motifs, avec une série d'ouvrages illustrés, de recueils illustrés dont les planches reproduisent peintures et objets et qui vont servir tout simplement de source d'inspiration pour les artistes qui vont observer de près ces livres et éventuellement y reprendre des figures. J'ai choisi parmi d'autres ces trois planches, notamment, vous les reconnaissez sans doute, vous les reconnaissez j'espère, puisque les figures qu'on voit ici, ce sont euh, les bacchantes, ce sont ces figures de Ménade dont on avait vu avec Abby Warburg l'histoire de revenance dans les productions artistiques. Les artistes reprennent des motifs et parfois de manière presque à l'identique. Par exemple, je vous invite à observer rapidement ce motif repris par Hugues d'Ancarville dans un de ses ouvrages qui représente l'apothéose d'Homère et que vous allez retrouver quasiment à l'identique, par exemple ici, sur ce vase. Ou encore déplacé mais thématiquement repris chez Jean-Auguste Dominique Ingres qui décide de représenter l'apothéose d'Homère. Chez Ingres, on va voir aussi une vraie influence de l'Antiquité, que ce soit dans les thèmes. Je vous montre ici Virgile lisant l'Énéide. Je vous montre aussi cette autre version qui, même si elle a le bandeau Getty Images, est au moins plus fidèle dans ses couleurs, et où vous pouvez voir le goût poussé vraiment à l'extrême, beaucoup plus encore que chez David, de la linéarité, de cet effet vraiment de plan où les figures apparaissent comme détachées en très léger bas-relief sur un plan, un fond qui s'affirme plutôt que d'ouvrir vers une profondeur. Et quand bien même la couleur reste présente dans cette peinture, ce que vous voyez là, c'est bien une peinture où la ligne triomphe, la pureté du contour. C'est le triomphe du dessin entendu comme geste de la raison. Même en peinture, le dessin l'emporte et la couleur ne vient jamais tromper les lignes, mais toujours les affirmer. Ingres, peintre, est aussi connu pour avoir dit et écrit Honor, à savoir: il n'y a pas de tromperie visuelle possible avec un dessin au trait pur, sans ombre. C'est ce que fait Flaxman, un dessin au trait pur. On pourrait employer
l'expression de ligne claire. Peut-être que vous la connaissez, c'est une expression qui s'emploie notamment, enfin pas notamment, qui est née dans la bande dessinée, autour de l'école belge de bande dessinée, avec évidemment Hergé, Serge Clair, mais aussi d'autres dessinateurs, et le dessinateur Just Svart. Bref, digression. Mais donc la ligne claire de John Flaxman, ou s'il y a des ombres, est-ce que ce sont des aplats? Non, ce sont à nouveau des lignes. Les ombres sont mimées par des lignes, vous n'avez absolument aucune situation spatiale, donc aucune profondeur, simplement des figures détachées sur un fond. Robert Rosenblum a écrit au sujet de Flaxman que Flaxman a délibérément éliminé les nuances changeantes des effets de lumière et de texture en limitant son vocabulaire au langage rudimentaire qu'offre le simple contour au trait sur un papier uni. Dans le même temps, les axes de composition sont réduits aux rapports les plus élémentaires possibles entre les lignes perpendiculaires et les parallèles, de sorte que toutes les formes des personnages ou des objets se trouvent rigoureusement alignées sur la surface de l'image. Toute la série que je vous ai montrée est issue d'illustrations de l'Odyssée par Flaxman, donc source antique. Mais Flaxman a aussi illustré la Divine Comédie de Dante, auteur italien de la Renaissance cette fois-ci, avec cette fois-ci des images parfois beaucoup plus fantasques. Je vous montre une des illustrations du Purgatoire. Vous savez peut-être la Divine Comédie s'organise en 3 livres qui sont l'enfer, le purgatoire et le paradis. C'est la visite que Dante, menée par Virgile, fait de ces 3 lieux. Et ce qu'on trouve à nouveau en dessin, on va trouver, et on va le trouver jusqu'à de telles extrémités en sculpture, avec une forme de retour du goût pour le bas-relief. À nouveau, c'est Canova que je vous montre. Et on trouve dans ces compositions une même régression vers le plan, un même goût pour les compositions les plus linéaires possibles. Et vous retrouvez d'ailleurs même ces figures. Regardez à nouveau à gauche les figures de déploration qui sont les mêmes que celles qu'on trouve chez David. Un goût pour la linéarité et aussi tout simplement pour les sujets antiques à chaque fois. Et peut-être qu'il serait utile de s'arrêter un instant sur la question du sujet, non plus des formes et de leur représentation, mais vraiment le choix de sujets antiques et le choix de sujets empruntés soit à des figures, non plus d'ailleurs, non plus cette fois-ci aux divinités antiques comme on avait pu le voir à la Renaissance avec par exemple Botticelli, pour citer quelque chose dont on a parlé, mais cette fois-ci beaucoup plus à l'histoire antique, avec le goût pour les figures de philosophes, cette mort de Socrate qui revient régulièrement, on la voit chez Canova, on la voit ici, ou de l'histoire patriotique romaine, par exemple, avec cet épisode que peint David, on avait vu tout à l'heure le serment des Horaces. Ici, je vous montre donc les licteurs rapportant à Brutus les corps de ses fils. Brutus, en fait, avait dirigé la révolution romaine, expulsé le roi Tarquin de Rome et fondé la République. Et il avait ensuite ordonné la mise à mort de ses propres fils après avoir appris qu'ils avaient pris part à un complot visant à restaurer la monarchie des Tarquins. On retrouve encore une fois ces valeurs, cette fois-ci résignation à la gauche avec les figures masculines et les figures de déploration féminine qui ont vraiment passé tout le moment néoclassique à pleurer. Et donc, ce qu'il faut voir quand même dans ce choix de sources, c'est combien l'Antiquité représente pour les artistes à l'époque non seulement un modèle esthétique, mais aussi, ce qu'elle n'avait pas été à la Renaissance, un modèle politique et éthique. Ceci, on peut le comprendre en repensant et en se référant à ce mouvement des Lumières dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je vous ai dit qu'il traversait l'Europe. Mais on va l'observer dans un contexte particulier, qui est le contexte français, donc un contexte de bouleversement politique. Observez la date de la peinture de David, 1789, normalement ça vous dit quelque chose, c'est là, je vous laisse compléter, Révolution française.
Et donc, un bouleversement politique dans lequel les arts vont être partie prenante, et qui permet d'expliquer aussi l'importance que va avoir le souvenir, le précédent historique de la République romaine, mais aussi celui de la République d'Athènes. Donc, 1789, la Révolution, et à partir de là, entre 1789 et 1793, cette révolution renverse toutes les structures de pouvoir en France, la monarchie, mais aussi la noblesse et l'Église. Chose importante, si on se souvient le rôle qu'avait l'Église dans les arts depuis le début de la période que nous étudions. Ce rôle, certes, a commencé de se détacher, de diminuer depuis le début du XVIIIe siècle, mais la Révolution française ne va pas marquer un déclin, mais une véritable rupture. 1789, Révolution. 1792, proclamation de la République, qui durera jusqu'en 1804, date à laquelle le Premier Empire débutera. Et donc le néoclassicisme, avec ses idéaux de pureté, d'austérité, etc., a précédé la Révolution. Si on regarde les premières peintures de David, on les voit qui datent de 1783, 1785. Elles précèdent, elles annoncent en quelque sorte, elles accompagnent la République et elles vivront au-delà, puisque le néoclassicisme ne disparaîtra pas avec l'Empire, mais l'accompagnera. Et en tout cas, si il n'y a pas une correspondance exacte entre art néoclassique, moment de la Révolution et de la République française, il se produit tout de même une rencontre entre les idéaux de la République et ceux de l'art néoclassique. Et en tout cas, une rencontre aussi entre cette révolution et certains artistes. Certains, puisque, bien évidemment, une grande partie des artistes associés à la monarchie fuient au moment de la Révolution. Mais d'autres restent, et ceux qui restent, comme David par exemple, sont à la fois peintres, mais aussi, dans le cas de David, députés. Et les artistes entendent accompagner la table rase opérée par la Révolution. Ils vont en raconter les épisodes. C'est ce qu'on voit par exemple avec cette esquisse du serment du jeu de paume, dans lequel David entreprend de réaliser le moment fondateur de la réunion du peuple en assemblée. Alors, je vous en montre l'esquisse. J'aurais pu vous montrer l'ébauche, c'est-à-dire la peinture elle-même, mais elle est inachevée parce que le temps de la Révolution a été tel que la Révolution s'est terminée et s'est changée en son contraire bien avant que David n'ait eu le temps de finir le serment du jeu de paume. Quelque chose d'intéressant quand même dans cette peinture laissée inachevée, qui est la méthode adoptée par David par rapport à d'autres inachèvements. Celui-ci est très particulier. On voit que David a peint d'abord les députés nus avant de commencer à peindre et en quelque sorte à les habiller par la peinture. Et avec cet effet, le dessin, la figure du nu, on peut retrouver quelque chose comme l'idée d'une méthode, d'un sentiment de probité, la vérité toute nue dans le dessin, en quelque sorte. Donc David peint des épisodes, il peint aussi des figures. Il donne à la Révolution ses figures, par exemple, avec cette figure de Marat révolutionnaire assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday, pour laquelle il va s'inspirer de motifs bien connus qui étaient les figures précédentes de vénération et notamment la figure du Christ. Regardez cette pose de Marat et regardez par exemple cette déposition du Christ par le Caravage. Et autre chose d'ailleurs, ici le Caravage nous peint la déposition du Christ mort. Ce que peint David, c'est tout de même la mort de Marat, c'est-à-dire le moment du passage. Et ce moment du passage, on l'a vu il y a peu de temps, on l'a vu avec le Bernin et la bienheureuse Ludovica Albertoni. Mais vous voyez combien on était là dans quelque chose de l'extase, hein, et la différence, à la fois la proximité entre ces deux figures avec la bouche entr'ouverte, comme la bouche d'où s'échapperait la vie en quelque sorte, et la retenue
de David d'un côté par rapport à l'extase, à la figure révulsée du Bernin de l'autre. Autre chose qui me paraît extrêmement intéressant à observer dans cette peinture de David, c'est là encore le rôle du fond dans la peinture néoclassique, ce fond qui n'hésite pas à s'affirmer. Là, ça s'affirme aussi par observer, on voit la touche, on peut voir la touche du pinceau et on est presque en fait aux antipodes de ce qu'avait initié la Renaissance avec ses idées de peinture comme une fenêtre ouverte sur la représentation. Là, au contraire, on a quelque chose qui se ferme, une affirmation du fond, sans doute, dans cette idée qu'il ne faudrait pas tromper le spectateur, d'une vérité qui serait à transmettre par la peinture plutôt que d'une illusion. Et donc, la figure qui joue ici, la composition qui joue ici quelque chose de la planéité. C'est plus évident encore du côté de cette image-ci qui est la mort de Barra, mais celle-ci est un inachevé. Barra, autre modèle révolutionnaire, jeune républicain, tué par les troupes royalistes durant la guerre de Vendée alors qu'il avait 14 ans et immédiatement érigé par Robespierre notamment comme un héros. Et en quelque sorte, ce à quoi on assiste, c'est vous avez une nouvelle période, une nouvelle ère qui s'ouvre et donc le besoin de figures puisqu'il faut rompre avec les figures précédentes. Alors que vont trouver les peintres comme figures? Soit des figures extrêmement contemporaines, soit ils vont faire un bond pour aller chercher des figures dans l'Antiquité. Et c'est ce que peint David, soit des figures contemporaines, soit des figures antiques, et il favorise en quelque sorte le rapprochement entre les deux. Le but de tout ça, c'est de considérer que l'art doit éduquer les nouveaux citoyens. Le rococo représente l'art aristocratique perverti par les plaisirs, et l'art néoclassique est celui des valeurs de la République. Et de même qu'il faut de nouvelles figures à l'art de la République, il lui faut aussi de nouveaux lieux. Ça ne peut plus être l'église, ça ne peut pas non plus être le palais. Il faut aussi un espace pour que l'art soit véritablement montré au public. Et cet espace, ce lieu nouveau qui va naître au XVIIIe siècle, c'est le musée. Alors le phénomène ne se limite pas à la France. Les premiers musées publics apparaissent en Angleterre en 1759 et déjà un musée d'université en 1683. En France, le mouvement des musées va accompagner la Révolution puisque ce qui va se passer, c'est la saisie des biens, à la fois de la monarchie et de l'aristocratie, leur saisie et du clergé également. Leur saisie, leur rassemblement dans un lieu et l'ouverture des premiers musées. Ainsi, en 1791, un décret de l'Assemblée nationale transforme les collections royales du Louvre en muséum central des arts destiné au public et à son éducation. C'est le titre complet du musée. Voyez l'importance de cette idée d'éducation par les arts. Et ce qui vaut pour le Louvre vaut aussi pour toute une série d'autres musées créés à travers le territoire qui vont avoir pour vocation de rassembler le patrimoine, de le donner au public quand auparavant il était privé, et aussi parfois une véritable mission de protection, puisque le moment de la Renaissance est aussi un moment de vandalisme. On détruit notamment énormément de sculptures, énormément d'architecture dans les églises. On détruit des biens saisis. Et finalement, après cette première période de vandalisme, la République naissante s'aperçoit qu'il ne faut pas détruire, mais protéger, constituer un patrimoine, quand bien même ce patrimoine aurait été produit dans le contexte clérical, dans le contexte monarchique, et donc les musées vont devenir cet espace à la fois d'accès au public, mais aussi de protection des œuvres. Et je vous montre ici une peinture d'Hubert Robert, projet d'aménagement de la Grande Galerie du Louvre, qui dépeint donc à la fois la concentration des chefs-d'œuvre, mais aussi la présence des uns, des autres, des hommes, des femmes, devant les tableaux, copiant ces modèles. Et regardez bien au premier plan, une des peintures qu'on peut voir, nous l'avons observé dans notre parcours, c'est la Sainte Famille de Raphaël, peinte en 1518.
La faculté d'éducation des arts est donc liée, corrélée à leur publicité. Il n'y a pas d'éducation si le public n'accède pas à ces arts. Et pour ça, il y a un art qui, plus que tout autre, est en première ligne, et c'est l'architecture. C'est évidemment crucial puisque l'architecture est de plein pied dans l'espace public. Et dans cette architecture, on va voir combien, là encore, l'inspiration gréco-romaine et l'inspiration de la République gréco-romaine va être cruciale pour l'architecture des nouvelles républiques. Qu'est-ce que c'est que les États-Unis, sinon, à partir du moment de leur indépendance, une république qui vont emprunter au code antique, qui va emprunter au code antique ces codes architecturaux. Regardez le Capitole de l'État de Virginie, comparez-le, exemple parmi d'autres, à la Maison Carrée de Nîmes. Regardons aussi, par exemple, allons à la source du pouvoir dans cette République américaine, la Maison Blanche, à Washington, qui est donc entièrement d'inspiration néoclassique. L'architecture néoclassique, c'est donc une architecture sans ornement, une architecture des formes simples, une architecture des proportions, ce qui, quand on entend passer d'un système inégalitaire à un système égalitaire, a beaucoup de sens. On le retrouve bien évidemment dans l'architecture française, avec, là aussi, le discours de moralisation qu'on a pu trouver dans la peinture. Je vous lis par exemple cette citation de Claude Nicolas Ledoux qui est citée par Jean Starobinski dans un texte que je vous recommande qui s'appelle 1789, Les emblèmes de la raison et qui observe l'articulation entre l'art et la Révolution française. Claude Nicolas Ledoux aurait donc dit « Il faut se défier des lignes mollement prolongées, de ces formes brisées à leur naissance, qui s'écrasent sous le poids du faux goût, de ces corniches qui rampent comme des reptiles du désert. » Et vous pouvez voir, évidemment visée par ces paroles, l'architecture baroque à laquelle on s'est intéressé. Et contrairement à tout ça, l'architecture néoclassique, elle, va choisir la sobriété de la ligne et la franchise du matériau brut, de la pierre qui s'affirme dans son austérité, là où l'architecture baroque l'avait travaillé pour lui donner la fluidité de l'eau, la légèreté de l'air, pour toujours la faire passer pour ce qu'elle n'était pas. Je vous montre ici d'autres projets de Claude Nicolas Ledoux et je voudrais vous lire d'autres citations de Jean Starobinski qui résument à mon avis extrêmement bien quel a pu être le projet de cet architecte. Starobinski écrit « La géométrie est le langage de la raison dans l'univers des signes. Elle reprend toutes les formes en leur commencement au niveau d'un système de points, de lignes et de proportions constantes. Tout surcroît, toute irrégularité apparaît dès lors comme l'intrusion du mal. À nouveau, cette approche morale des formes. Ou encore, écrit-il au sujet des architectes, ils s'interdisent de rêver capricieusement. Leur imagination rejette les frivolités qui avaient enchanté les générations précédentes. C'est la simplicité, c'est la grandeur et le goût pur qui les transportent. Le rêve, l'imagination, on le voit, tendent à soustraire et à effacer plutôt qu'à multiplier les inventions de détail. Après le paroxysme décoratif du rococo, la frugalité conquise de haute lutte donne une sorte de frisson. Et enfin, pour continuer dans cette veine morale, Starobinski écrit « Dans cette conversion, qui ramène l'architecture à ses figures élémentaires et les matériaux à leur vraie nature, l'on perçoit une option qui n'est pas seulement d'ordre esthétique, mais également d'ordre moral. De même que la pierre doit redevenir pierre, et que le mur doit redevenir une surface plane et presque nue, l'homme doit recouvrer la plénitude et la simplicité de sa nature. L'idéal de la vérité retrouvée vaut conjointement pour le cœur humain et pour les édifices que conçoit l'esprit de l'architecte. Et à ça on pourrait ajouter, et pour les peintures que conçoit le peintre, où nous avions vu que la toile, en un sens, redevenait toile, et non plus fenêtre ouverte sur des profondeurs infinies. Peut-être arrêtons-nous sur cette idée de l'esprit de l'architecte, parce que si beaucoup d'architectures néoclassiques ont été réalisées, d'autres se sont
envolées vers des degrés d'imagination qui les ont rendues impossibles. Elles sont devenues projets, manifestes spirituels et non plus incarnations matérielles. Commençons par celle-ci. Projet réalisé. Claude Nicolas Ledoux, Saline royale d'Arquessenan. Et là, vous voyez, Saline royale, 1775, un projet qui donc précède la Révolution et qui montre combien l'esprit néoclassique a précédé, annoncé sans doute, accompagné le phénomène qui s'est produit à la Révolution. Pour cette Saline royale, donc, Claude Nicolas Ledoux avait construit un bâtiment parfaitement régulier, parfaitement symétrique, avec ce demi-cercle. Et une fois passée la Révolution, il a voulu reprendre ce projet. Ça ne serait plus une Saline royale, et ça ne serait plus un demi-cercle. Ça serait une ville idéale qui se nommerait Chaux, et qui donc serait déployée en cette espèce de cercle parfait. Et j'attire votre attention sur l'ouvrage dans lequel Ledoux a développé ce projet qui s'intitule « L'architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation ». Vous voyez ici cette idée d'une architecture idéale qui ne soit pas simplement jeu de forme, mais qui soit aussi l'incarnation dans la pierre d'un idéal moral et ici aussi d'un idéal légal. Si on observe le schéma de Claude Nicolas Ledoux pour sa cité idéale, sa ville idéale de Chaux, on peut bien sûr repenser quand même à certaines images de la Renaissance. Vous vous souvenez de ces cités géométriques? On retrouve chez Nicolas Ledoux la même attirance pour les proportions, le même rôle de ces plans évidés, strictement géométriques, strictement symétriques. Mais Ledoux est allé un peu plus loin, déjà parce qu'il ne s'agissait pas d'une simple démonstration de perspective, réalisée par un peintre, comme c'est le cas pour ces cités idéales de la Renaissance, mais bien d'un projet conçu par un architecte qui, par là même, devenait en quelque sorte urbaniste. Claude Nicolas Ledoux a conçu le plan de la ville de Chaux, mais il a aussi conçu son fonctionnement, notamment en concevant ses bâtiments. Ainsi, à partir de formes géométriques simples, il a élaboré les lieu dans lequel se construirait la vie de la société dans cette nouvelle cité égalitaire et vertueuse. Voici par exemple en haut ce qu'il a nommé le Panarthénon, qui aurait été l'école de morale de la ville. Plus bas, vous trouvez les bâtiments qui auraient été la forge à canon. Et ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi l'atelier des scieurs de bois, la maison des directeurs de la Loue étant la rivière qui passait par la ville de Chaux. Et donc, Ledoux a comme ça conçu les bâtiments avec leur vocation et très souvent, il a réalisé une architecture qui, tout en restant géométrique et simple, était aussi une narration de chaque activité qu'abriterait le bâtiment. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais avant, je voudrais vous montrer un autre architecte qui a conçu l'architecture comme support de valeur et qui, lui, contrairement à Ledoux, n'a réellement rien construit. Un architecte qui a rêvé plutôt que de bâtir et qui s'appelle Étienne Louis Boullée. Étienne Louis Boullée a été théoricien ou poète de l'architecture beaucoup plus qu'architecte. Il a porté à l'extrême les principes de dénuement de la pierre et de réduction géométrique du bâtiment et il a réalisé des projets toujours très nombreux et toujours à haute valeur symbolique. Par exemple ici, ce tombeau des Spartiates, où là, cette entrée d'un cimetière, énormément de tombeaux, de cimetières, de monuments, de cénotaphes chez Boullée. C'est toujours une architecture de la célébration ou de la commémoration beaucoup plus que de l'usage. Et Boullée a développé différents programmes. Il a eu une idée qui était celle de l'architecture ensevelie, une architecture qui se serait déroulée entièrement sous terre, et une autre architecture extrêmement belle qu'il a nommée architecture des ombres. Je vous lis un extrait des écrits d'Étienne Louis Boullée, que je vous recommande d'ailleurs, dans lequel il parle de l'architecture des ombres, et il dit « Il me vint une idée nouvelle. Ce fut de présenter l'architecture des ombres. Me trouvant à la campagne,
J'y côtoyais un bois au clair de lune. Les arbres dessinés sur la terre par leurs ombres me firent la plus profonde impression. Ce tableau s'agrandissait par mon imagination. J'aperçus alors tout ce qu'il y a de plus sombre dans la nature, qui, voyais-je, la masse des objets, se détachant en noir sur une lumière d'une pâleur extrême. La nature semblait s'offrir, en deuil, à mes regards. Frappé des sentiments que j'éprouvais, je m'occupais dès ce moment d'en faire une application particulière à l'architecture. J'essayais de trouver un ensemble composé par des effets d'ombre. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que l'on peut tout attendre de ce procédé pour donner le caractère qui convient le plus au monument funéraire, qu'un monument composé par une surface nue et dépouillée, d'une matière absorbant la lumière, absolument dénuée de détails et dont la décoration est formée par un tableau d'ombres dessiné par des ombres encore plus sombres. Cette architecture des ombres, Boulet l'a incarnée dans ses dessins uniquement. Voici un exemple, monument funéraire caractérisant le genre de l'architecture des ombres. Voici aussi l'exemple d'un cénotaphe. Cénotaphe de Newton. Qu'est-ce que c'est qu'un cénotaphe ? Le cénotaphe, c'est un tombeau élevé à la mémoire d'un mort, mais un tombeau vide. Donc c'est-à-dire que c'est un tombeau élevé à la mémoire d'un mort illustre, notable, qui a été enterré ailleurs ou qui n'a pas reçu de sépulture, mais qu'on veut célébrer. Cénotaphe de Newton, c'est-à-dire cénotaphe de l'homme, du physicien qui a expliqué la gravitation universelle et le mouvement des planètes dans le système solaire. Ça vous permet de comprendre le choix, le recours de Boulet à une sphère pour ce cénotaphe de Newton. Et ça souligne aussi cet aspect très narratif de l'architecture ou des projets d'architecture néoclassique, une simplicité qui n'abandonne pourtant pas la possibilité du récit. Voici les cénotaphes de Newton vus de l'extérieur. Le voici en coupe, vu de nuit, avec l'idée que de nuit, donc vous découvrez qu'à l'intérieur, il y a des sphères dans la sphère, de nuit, il serait éclairé. Et je vous montre à l'inverse une vue de jour. De jour, le cénotaphe de Newton serait plongé dans l'obscurité, mais ce que vous découvrez, c'est que Boulet avait conçu l'idée qu'il serait percé de minuscules points qui laisseraient la lumière rentrer et se projeter sur les parois, produisant autant d'étoiles et l'illusion d'un ciel étoilé, d'une voûte céleste à l'intérieur du cénotaphe. Et ce projet, à mon avis, est sans doute le bon endroit pour souligner combien l'attachement des architectes néoclassiques à une simplicité de moyens, leur refus de tout ornement ne signifie pas l'idée d'une architecture fonctionnelle, l'idée d'une architecture nécessairement simple dans son projet. Et à mon avis, c'est ce que dit bien Starobinski dans les différentes citations que je vous ai montrées, c'est-à-dire que les architectes néoclassiques rêvent, mais ils rêvent dans un langage de forme simple. Et si l'on va un peu plus loin, si on reprend le texte de Boulet où il raconte comment lui est venue cette idée d'une architecture des ombres, cette idée d'une terreur inspirée par la nature, on est dans un registre du rêve et un registre du rêve qui montre aussi combien ce qui naît déjà à ce moment-là dans le néoclassicisme, c'est le romantisme. Mais le romantisme, ça sera pour notre prochain cours. Et juste avant de terminer et d'en finir avec cette période, j'aimerais quand même m'interroger sur la possibilité d'une filiation. Quelle filiation pour le néoclassicisme, mais plus précisément pour ces formes architecturales qui n'ont jamais été réalisées? Ont-elles été réalisées plus tard? Ont-elles eu un futur? Ont-elles eu une influence? Alors, peut-être que pour trouver des effets de parenté, il faudrait se déplacer très loin, hors de l'architecture, dans les alentours d'un art
de la géométrie, qui est le minimalisme, et d'un art des constructions de très grande ampleur, qui est le land art. Deux mouvements qui se sont succédés dans les années 60, aux États-Unis notamment, et s'arrêter sur une figure qui s'appelle Michael Heizer. Et je voudrais vous montrer cette œuvre, par exemple, de Michael Heizer, qui s'appelle North, East, South, West, qui sont 3 incisions réalisées dans le sol de 3 formes géométriques simples. Mais je voudrais aussi vous montrer ce qui est actuellement la plus grande sculpture du monde. La plus grande sculpture du monde est de cet homme qui s'appelle Michael Heizer. La plus grande sculpture du monde n'est pas encore terminée. En voici un extrait. La plus grande sculpture du monde se déploie dans un terrain désertique au Nevada. Elle n'est pas encore visitable. Et son nom est tout simplement City, ville. Et en quelque sorte, c'est comme une sorte de réponse à la fois au projet de villes idéales de Ledoux et à l'architecture des ombres de Boulez. C'est une architecture, une sculpture qui devient architecture et qui ne joue que sur la rencontre entre une géométrie et une lumière. City est décomposée en différentes unités, celle-ci en est une qui porte le titre 45 degrés, 90 degrés, 180 degrés. Vous voyez qu'elle a été construite entre 1980 et 1999. Et voici une autre unité, Complex One, 1972-1974. C'est la première pièce de City, de la City de Michael Heizer. Je vous remontre encore celle-ci et cette autre image. Et je vous invite à vous renseigner sur ce projet véritablement hors du commun. Et je ne pense pas que le mot ici soit usurpé. Donc la plus grande sculpture, commencée en 1972, encore en production aujourd'hui et qui s'étend déjà sur plusieurs kilomètres. Mais peut-être qu'il serait intéressant de vous mentionner rapidement un héritage plus explicite et plus revendiqué de l'architecture néoclassique. On peut le retrouver chez l'architecte italien Aldo Rossi. Je vous montre ici une école élémentaire qu'il a construite. Aldo Rossi est architecte et a aussi été le traducteur de Boulez en italien. Et il a très volontairement, de manière très manifeste, repris son vocabulaire de formes simples, ses formes élémentaires pour une école élémentaire, ou encore ce cube parfait pour un cimetière. Un cimetière d'ailleurs où il a construit ce bâtiment quand l'idée complète était de construire tout ceci. Ce bâtiment, mais également une pyramide jamais construite qui là nous rappelle même le projet de Ledoux pour la ville de Chaux. Je vous montre aussi un détail du cimetière où on voit ce goût de la géométrie qui vient donner à l'architecture tous ses motifs. Et d'ailleurs, puisque je cite Ledoux, aucun de ces projets pour la ville de Chaux n'a été réalisé de son vivant, mais figurez-vous qu'en 1998, 3 bâtiments prévus pour la ville de Chaux ont été construits sur une aire d'autoroute. 3 bâtiments ont été repris par le cabinet d'architecture Gilbert Weil et ont été réalisés sur l'aire de service du Jura de l'autoroute A39 entre Dijon et Bourg-en-Bresse. Ont été repris d'abord le projet d'un atelier destiné à la fabrication des cercles. Les cercles, ce sont les roues, et vous voyez combien Ledoux s'attache à chaque fois à ce qu'il y ait une continuité entre ce qui se fait dans le bâtiment et la forme même du bâtiment. A aussi été construite cette porte. Et enfin, le projet pour l'atelier des forgerons. Voici une vue de haut de la fameuse aire d'autoroute, et voici, pardonnez-moi d'avance pour l'aspect maladroit de la chose, les 3 architectures néoclassiques. Et si vous souhaitez donc découvrir
ce qu'est cette architecture néoclassique, si vous voulez découvrir ce qu'est l'architecture néoclassique rêveuse, celle qui s'éloigne des bâtiments à proportions simples qu'on peut retrouver dans nombre de nos bâtiments politiques, eh bien, il ne vous reste plus, une fois le confinement terminé bien entendu, qu'à prendre la voiture et à vous précipiter sur l'autoroute A39. Je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'une heure pour une écoute en continu sur un PowerPoint, c'est largement suffisant. Dans le rêve d'une vie réelle, j'aurais beaucoup aimé vous faire pendant ce temps-là, sur l'art maori, figurez-vous. Pendant ce temps-là, en Nouvelle-Zélande et aussi au Vanuatu. Mais je pense que ça se prête pas ou ça se prête mal à ce format-là qui me semble déjà beaucoup trop long. Mais en tout cas, si certains et certaines d'entre vous sont intéressés, je serais ravie de leur envoyer ou que nous discutions plus tard, en des temps plus libres et plus heureux, de ces images-là. Je vous le dirai sans doute dans le mail, mais je serais intéressée que quelques-unes d'entre vous me fassent des retours pour savoir si ce format est utile, si c'est un peu la moins pire des manières de ne pas avoir cours, la moins pire des manières de remplacer l'amphithéâtre qui nous manque tant aujourd'hui. Voilà, pour savoir si ça vaut la peine que je continue, que je fasse la même chose pour la prochaine séance qui était prévue et qui devrait donc être consacrée, comme vous l'avez sans doute compris, au romantisme, mais pas seulement. À nouveau, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me faire parvenir des nouvelles par mail. Je reste disponible pour vous par mail, mais aussi en discutant. On peut prévoir un Skype, on peut converser. Et en tout cas, à très bientôt.